Avec vous Marion Lagardère, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Et donc dans la presse ce matin, beaucoup d'inquiétudes autour de la nouvelle coalition qui s'apprête à diriger l'Italie. Faut-il avoir peur de l'Italie, demande par exemple en une le Parisien. La dépêche du midi titre sur ce populisme qui menace l'Europe. Ouest France parle d'un saut dans l'inconnu, l'opinion d'une provocation. Bref, l'alliance anti-système entre extrême droite et populiste veut appliquer un programme qui inquiète l'Europe, résume en une Libération. Alors pourquoi tant d'inquiétude? Eh bien parce que ce programme est un cocktail explosif, écrit Jacques-Hubert Rodier dans son édito des Échos. Promesses onéreuses de baisse d'impôts, augmentation massive des dépenses sociales, abaissement de l'âge de départ à la retraite, instauration d'un revenu minimum pour les plus défavorisés, tout ça enveloppé dans une politique anti-immigration dure. C'est inquiétant, dit-il, parce que l'Italie est la 4e économie de la zone euro, parce qu'elle pourrait devenir un laboratoire pour le reste de l'Europe et enfin parce que l'euroscepticisme pourrait se propager ailleurs. Jacques-Hubert Rodier qui conclut tout de même cette angoissante revue des catastrophes à venir en prédisant que tout ceci pourrait n'être qu'éphémère. D'abord parce qu'au fond la rivalité entre ces deux partis politiques est toujours là et ensuite parce que les marchés financiers ne tarderont pas à sanctionner le lancement d'un projet si coûteux. Et puis, ajoute Florence Chédotal dans La Montagne, et puis ne faut-il pas laisser l'Italie sauter dans le vide et observer comment se passe l'atterrissage? Ne faut-il pas la laisser faire son expérience à elle? Après tout, le pire n'est jamais sûr, voilà, le meilleur non plus évidemment. En attendant, plusieurs journaux s'attardent sur un exercice un petit peu plus sûr, en l'occurrence faire le portrait de Giuseppe Conte, cet avocat dont le nom a été proposé pour diriger le gouvernement. Le site de l'Obs publie par exemple les 10 choses à savoir sur lui. Alors il est hors parti mais plutôt de gauche, il est multilingue, divorcé, il a écrit de nombreux livres, un élégant spécialiste du droit administratif de 54 ans, résume les dernières nouvelles d'Alsace, un inconnu du grand public dont la devise est, paraît-il, pour réussir, il faut essayer. Giuseppe Conte, qui fait également la une côté italien de la Repubblica et du Corriere della Sera. Et puis à noter comme ça au passage que l'autre titre bien moins inquiétant qui occupe la presse italienne ce matin, notamment la Stampa, eh bien c'est l'éventuel transfert du gardien de but star Gianluigi Buffon au PSG. Ah oui, c'est pas rien. Alors justement, à propos de football, l'autre inquiétude, c'est celle qu'exprime le président du club du Havre dans l'équipe après ce match chaotique dont on a eu tous les détails hier, le match de dimanche soir contre Ajaccio. Un véritable malaise, explique Vincent Volpe, d'autant plus inquiétant qu'il ne concerne pas que le Havre et on peut ajouter pas que le petit monde du football. Il raconte à l'équipe cette rencontre complètement surréaliste au stade d'Ajaccio vue depuis la tribune présidentielle, la pression qu'il sent monter derrière lui, ces insultes classiques du type français de merde, dit-il, ce projectile douteux qui atterrit à ses pieds, puis l'agression physique, le coup de pied reçu dans le dos avant d'être finalement évacué par les gardes du corps. Tout ça sans compter les menaces de mort, les injures racistes et homophobes, le caillassage du bus des joueurs 48 heures plus tôt et ces choses incroyables pendant le match, notamment les multiples envahissements de terrain. Ce qui est arrivé était inévitable, dit-il, pas besoin de s'appeler Einstein. Tout le monde savait ce qui allait se passer dans ce stade. Personne ne contrôle personne, surtout pas les stadiers qui sont complices, explique Vincent Volpe, qui en veut avant tout à la Ligue de football professionnel, la Ligue à qui le Havre demande l'annulation de la rencontre et la victoire sur tapis vert. En page 3, la présidente de la LFP se plaint d'avoir le mauvais rôle et le vice-président de la C Ajaccio dénonce le lynchage médiatique dont son club serait victime. Réponse implacable de Vincent Duluc qui parle dans son édito d'un sentiment de honte et de désolation. D'une part, le football corse ne peut plus faire passer des faits de violence et de racisme pour du folklore, dit-il. Il est l'heure qu'il en soit comptable et qu'il soit sanctionné. Et d'autre part, la Ligue est coupable de son silence et de sa lâcheté. Voilà un scandale qui parle de xénophobie, de violence, d'insécurité, de nationalisme, de collusion, bref, de tout sauf de football, c'est-à-dire donc dans l'équipe qui titre très justement la honte. La honte. Enfin, l'autre objet, Marion, qui déchaîne les passions, c'est le QI. Et c'est le titre de la Croix ce matin. Et oui, que vaut encore le quotient intellectuel, s'interroge le journal qui souligne que 100 ans après sa création, tout de même, il crée de vifs débats dans la communauté scientifique. À quoi correspond cette mesure? L'intelligence se transmet-elle génétiquement? Nos cerveaux sont-ils tous égaux? Ces tests sont-ils vraiment fiables? Parce que, certes, quand quelqu'un réussit le test, c'est le signe qu'il n'y a pas de problème, mais si le score est
faible. Eh bien, on ne sait pas pour autant pourquoi il y a échec. Clairement, les tests de QI ne permettent pas de faire la différence entre un enfant qui échoue parce qu'il est fatigué ou parce qu'il est incapable de raisonner, prévient Sylvie Chocron, directrice de recherche au CNRS, qui met en garde contre une inquiétante généralisation des tests de QI. Et sa crainte n'est pas infondée puisque de plus en plus de chercheurs travaillent à, comme on dit, augmenter nos cerveaux. Illustration avec cette interview sur le site Ouzbek Erika d'un énième professeur Frank Einstein, Newton Howard, qui est tout de même prof en neurosciences à Oxford et directeur du laboratoire intelligence systémique au MIT. Sur quoi planche-t-il ? Eh bien, sur un implant de la taille d'un grain de riz pesant moins de 2 grammes et destiné à être inséré dans le cerveau. Objectif, booster nos performances cognitives. Le but, dit-il, c'est de lutter contre le déclin cérébral, de restaurer ce qui est perdu. On va donner à quelqu'un qui veut étudier l'architecture après 70 ans, par exemple, la capacité de le faire parce que moi, ce qui m'inquiète, dit-il à Annabelle Laurent, c'est que l'humain devienne de plus en plus stupide. Bon, un tel implant pourrait-il stimuler également les neurones de la bienveillance, de l'empathie et de l'ouverture au monde ? La question n'est pas posée. Mais vous la posez à Raphaël Antoven. C'est un peu dommage parce qu'à lire tous ces journaux ce matin, on se dit que c'est précisément l'autre intelligence dont nous aurions surtout besoin. La bienveillance, l'empathie et l'ouverture au monde. Ouais. Merci Marion Lagardère pour la revue de presse.